Bonjour, bonjour, c'est Guillaume de Goulet. Il fait beau, il fait chaud, ça fleure bon la crème solaire et voici déjà le dernier numéro de la saison Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Émission exceptionnelle aujourd'hui en forme de bilan, ouais, vous allez pouvoir vous lâcher messieurs. Exceptionnelle à l'image de la saison NBA qui nous a offert un cru inattendu avec le sacre des Toronto Raptors quand tout le monde attendait les Golden State Warriors. Exceptionnelle à l'image des récompenses justement, ces fameux NBA Awards qui ont fait la part belle aux Européens, consacrant notamment Giannis Antetokounmpo au nez et à la barbe de James Harden. Exceptionnel aussi en Europe où les Bleus ont brillé. Pas un vainqueur de Coupe d'Europe sans un Français avec un rôle majeur dans l'effectif. Exceptionnel enfin à l'image de la finale haletante de Jeep Elite qui s'est achevée mardi soir pour la 4e fois en 4 ans au match 5, remporté par l'Asvel de Tony Parker. Un doublé homme-femme l'année où Tipeee prend sa retraite comme joueur et devient patron à temps plein. Cela restera aussi comme l'une des belles images de la saison. Des images où on avait forcément plein la tête, certaines propices à des coups de gueule, d'autres peut-être à des coups de cœur, on verra. Alors sans plus tarder, je vous dévoile le casting du jour avec Maxime Mallet en direct de New York. Salut Max. Salut à tous. Sandro Pizzus en direct de Boulogne-Billancourt. Salut Sandro. Salut à tous. Et Amaury Perdriou en direct de Villeurbanne. Ah non, tu viens de rentrer. Salut Amaury. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, vous savez tout, alors on prend une grande inspiration, on se remémore les meilleurs moments de l'année basket. 3, 2, 1, début du best-of. Messieurs, si je ne dis pas de bêtises, aucun d'entre nous, allez, je m'inclus dans le lot, aucun d'entre nous n'avions prévu un autre champion que Golden State en NBA. Et voilà que pour la première fois, c'est une franchise canadienne qui s'impose. Franchement, qui l'avait vu venir et à quel moment ? Personne. Pas moi. Non, c'est totalement inattendu. Si on se focalise uniquement sur la finale, ça l'est peut-être un peu moins. Mais sur l'ensemble des playoffs, je pense que personne n'aurait donné Toronto vainqueur, même à l'issue de la saison régulière, compte tenu du niveau de Milwaukee, compte tenu de l'armada qu'offrait Golden State à ce moment-là. Donc, une vraie surprise et plutôt agréable surprise compte tenu du basket proposé, de l'engouement populaire sur place. Il n'y a pas, voilà, c'est un titre qu'ils sont allés chercher. Je parlais de saison exceptionnelle, Max, en intro. C'est aussi le sentiment que tu as, qui est partagé aux États-Unis, ou c'est une saison à oublier parce que justement, pas de franchise américaine titrée et puis on en parlera tout à l'heure, mais pas de récompense non plus pour les meilleurs joueurs états-uniens. Ah bah là, tout le monde est déjà sur les free agents et depuis plusieurs semaines déjà. C'est vrai qu'en termes d'audience, la NBA communiquait sur les audiences Canada-États-Unis parce que celle canadienne était vraiment exceptionnelle. C'était leurs meilleures audiences de l'histoire, quasiment pour du sport, hors hockey. Mais alors qu'aux États-Unis, c'était, je pense, 30 ou 40% de baisse par rapport aux saisons précédentes. Après, je sais c'est un débat qui nous Vas-y. nous anime. Mais pour moi, dire que c'est une surprise, c'est si dans l'histoire ça reste comme ils ont renversé Golden State. Or, je pense que ce qui restera dans l'histoire, c'est la finale où Kevin Durant et Klay Thompson se sont blessés gravement. Et c'est cette image-là qui restera. Et Golden State, on a senti quand même assez tôt dans la saison qu'il y avait des problèmes. Dès le mois de novembre, on a eu l'accrochage entre Draymond Green et Kevin Durant, rappelez-vous, où déjà on met sur la table, Draymond Green avait mis sur la table la free agency qui allait arriver pourtant bien des mois plus tard. Donc on a senti qu'il y avait quand même quelque chose d'un peu abîmé, qu'il y avait une usure chez les Golden State Warriors. Et puis ils ont quand même concédé 8 défaites à domicile par 20 points ou plus, quoi. Donc c'était certainement pas l'armada des années précédentes. Il y avait plus de failles, il y avait plus d'usure. Donc on imaginait pas forcément, s'ils avaient été au complet, on les imaginait champions, mais on voyait plus de failles que les deux précédentes saisons. 5 All-Stars, Sandro, quand même, alignés au début de la saison de manière théorique, puisque de Marcus Cousins, c'était pas tout à fait apte à jouer d'entrée, mais il y avait quand même 5 All-Stars sur le papier, et au final, ce qui s'annonçait comme l'une des plus belles dynasties de la NBA, 5 finales de suite, ça n'avait jamais été fait depuis les années 50. Dis-le, les Boston Celtics. Tu ne veux pas. Ah, mais je cherchais. Non, mais j'avais un petit trou. Merci, allez, Max. Les Boston Celtics. Voilà. À une époque où il y avait 10 franchises qui jouaient. Non, mais faut être honnête. Personne n'imaginait, quand on a fait les présentations de la saison,
qu'une équipe, peut-être Houston, on se disait tiens, peut-être Houston, mais ils se sont fait balayer en play-off en fait, contrairement à l'année précédente. C'est vrai qu'on n'attendait vraiment pas Toronto. Enfin, moi, personnellement, je les voyais bien en play-off, mais pas aller jusque. Je les voyais même pas passer contre Philadelphie, par exemple. Après, ils ont bien caché leur jeu aussi parce qu'ils ont bien économisé Kawhi Leonard toute la saison. Ils ont fait les bons transferts au bon moment aussi. Ils ont eu une prise de risque dès l'été dernier, en fait, en prenant Kawhi Leonard, où ils savaient que c'était peut-être un one-shot. Mais c'est un one-shot qui a totalement fonctionné. Donc, c'est vrai que pour ça, c'est magnifique, c'est un super titre. Mais après, je suis d'accord aussi avec Max quand il dit que malheureusement, c'est aussi les finales ce que tu retiens des finales, c'est aussi que Kevin Durant s'est blessé gravement, que Klay Thompson s'est blessé gravement, et que mine de rien, ça a joué aussi dans le scénario final. Même si je dis pas que c'est pas mérité, c'est super ce qu'ils ont fait Toronto. Ils ont été énormes aussi bien en finale de conf, en demi de conf et en finale NBA. Mais c'est vrai que ça laisse un petit goût amer, le fait que Kevin Durant et Klay Thompson se soient blessés aussi gravement, je trouve. Ça entache un petit peu cette fin de saison NBA, Max ? Les blessures font partie du jeu, c'est pour ça que je pose la question. Ça entache au sens où ça va entacher la saison prochaine. En fait, ce seraient des blessures qui les auraient arrêtées 2 semaines. Ils auraient raté toutes les finales de la même manière, mais ils auraient été là pour le début de la saison suivante. Et voilà, on aurait quelque part tourné la page. Là, c'est vraiment des blessures qui vont marquer cette intersaison parce qu'elles vont avoir un rôle. Les deux sont en fin de contrat et donc peuvent choisir leur future destination d'une part, et ils vont être absents pour Klay Thompson au moins jusqu'à la fin de l'année civile, et pour Kevin Durant vraisemblablement toute la saison prochaine. Donc je pense que ça va marquer d'autant plus vu la gravité et la durée de leur absence. Ça va avoir un impact durable sur la ligue, peut-être même sur plusieurs années, puisque les contrats maintenant vont signer sur 3, 4, voire 5 ans, et donc ça peut avoir un impact sur ces échéances-là, et à aussi long terme que ça. Donc je pense que c'est pour ça que ça va rester aussi au-delà du titre de Toronto. Mais après, la fête à Toronto a été magnifique. Toronto, c'est un très beau champion, ça, il n'y a pas de contestation là-dessus. C'est juste, comme le titre des Golden State Warriors en 2015, on s'en souvient aussi parce que Kevin Love s'est blessé au début des playoffs et que Kyrie Irving s'est blessé au premier match. Donc il y a des... Ici on dit est-ce qu'il y aura une astérisque sur le titre? Non, il n'y en aura pas parce que les blessures font partie du jeu. Mais il n'empêche que on se souvient de 2015 parce qu'il y a eu ces blessures, on se souviendra de 2019 parce que il y a eu celle de Thompson et Durant. Quoi qu'il en soit, on a un vainqueur donc qui n'est pas états-unien pour faire la différence. Une franchise canadienne, c'est la première fois. C'est aussi la première fois qu'au niveau des NBA Awards, ces fameuses récompenses, cette cérémonie qui a lieu à Los Angeles dans la nuit de lundi à mardi, que l'Europe a été autant récompensée. Giannis Antetokounmpo, MVP devant James Harden, qui était le tenant du titre, s'il vous plaît. Rudy Gobert, de nouveau meilleur défenseur de l'année, ça n'arrive pas tous les jours. Luka Doncic, meilleur rookie devant Trae Young, avec là zéro contestation, quasiment. Oui. Est-ce que les Américains, Maurice, sont pas en train de perdre un petit peu la main et qu'on a vécu en ce sens-là aussi une saison exceptionnelle? Ça ajoute un peu d'exceptionnel à la saison, mais après, finalement, comme on l'a dit, il n'y a aucune contestation, je pense, sur les 3 titres qu'on a évoqués. Antetokounmpo porte une franchise de Milwaukee avec 60 victoires, donc on ne peut que le seul qui pouvait se comparer à lui, c'était James Harden, et au final, Harden, c'est un peu toujours la caricature de lui-même quand il joue avec Houston et qu'il va chercher des matchs à 50 points mais que son équipe perd. Sur le défenseur de l'année, le fait que Gobert l'ait eu l'année dernière, on savait qu'il serait candidat cette année. Kawhi Leonard qui joue un match sur 2, Joel Embiid qui sait défendre, mais c'est pas sa qualité première. Sa qualité première, c'est d'attaquer. Draymond Green qui était en retrait. La liste des candidats s'est rétrécie au fur et à mesure de la saison. Donc, et puis Luka Doncic, en tant qu'Européen, je pense qu'on se doutait tous qu'il y avait quelque chose de très particulier chez ce garçon-là, et les Américains l'ont découvert et ils l'ont tout de suite adopté, ils l'ont adoré. Donc ça, ils l'ont tellement adopté qu'ils ont failli l'envoyer All-Star Game. Voilà, mais et puis finalement, certains de ces joueurs-là seront considérés plus tard comme des Américains par les Américains, et je pense qu'un garçon comme Giannis qui fait les couvertures de jeux vidéo et compagnie. Et en plus de ça, il a une bonne tête, il s'exprime bien, il parle bien en anglais, donc je suis pas sûr que ça chagrine quand même beaucoup les Américains d'avoir eu 3 trophées laissés à des Européens. Ça prouve juste une chose, c'est qu'on
on a de la profondeur aussi sur le vieux continent, qu'on peut ramener des générations. Enfin, à chaque génération, on va avoir des joueurs qui sont capables de fasciner. Tant mieux pour la diversité dans le basket. Ce sont des joueurs en plus évidemment qui vont durer. Alors pour Luka Doncic, c'est une évidence, mais Rudy Gobert qui fête aujourd'hui, ce mercredi, ses 27 ans, il va sans doute en gagner d'autres, des titres de meilleur défenseur, et Giannis, il risque aussi d'en gagner d'autres de meilleurs joueurs de la saison. Bon, ils peuvent en gagner tous les deux encore. Hein. Rudy est un super défenseur. Maintenant, on le sait, depuis 4-5 ans, il est toujours dans la discussion du meilleur défenseur. Là, ça fait 2 d'affilée. S'il en gagne 3 d'affilée, il rejoindra Dwight Howard, qui en avait gagné aussi 3 d'affilée il y a quelques années. Donc oui, il y a de la continuité, on le sait, avec Rudy, en tout cas c'est ce qu'il veut. Et il a tout pour réussir. En plus, Utah, c'est une équipe qui est toujours dans les meilleures défenses de la Ligue. Donc c'est vrai que je pense que la prochaine étape aussi pour Rudy, c'est d'être All-Star. Et il s'en est jamais caché. Il a été très marqué cette saison par le fait de ne pas être All-Star, justement. Il a même versé quelques larmes parce que c'était un peu dur à accepter à ce moment-là, quand il y avait eu les élections pour le vote du All-Star Game. Mais en tout cas, pour le défenseur de l'année, tant qu'il sera dans le circuit, je pense qu'il sera toujours dans les favoris. Et Giannis, évidemment, les stats qu'il fait, il sera toujours aussi dans le top 3 s'il continue sur cette lancée-là. Et pour rebondir sur Gobert, s'il est All-Star, c'est ce qui favorisera le fait qu'il cumule les titres de défenseur de l'année. Aujourd'hui, il les a de façon légitime sur le terrain, parce que statistiquement, c'est prouvé que son impact... Cette année, record de points, record de rebonds, record de passes, il a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Mais il est encore un peu limité dans ces statistiques-là. Le fait d'être All-Star, du coup, il va tout de suite s'attirer naturellement des votes en plus chaque saison, et il va être reconnu comme un défenseur. Tu vois, là, il avait déjà eu le titre de meilleur défenseur de l'année, puis cette année, il était quand même au début de l'année, on le disait favori, puis tu vois, ça l'a pas aidé pour être All-Star, tu vois, cette année. Ce qui manque à Gobert, c'est peut-être d'être un petit peu plus présent sur les playoffs. On l'a vu très peu utilisé offensivement sur les playoffs avec le Jazz, Max. Ouais, mais je pense pas que ça ait un impact sur les votes, vraiment. Mais j'ai plaisanté avec lui quand je l'ai eu au téléphone après la cérémonie, parce que c'est donc les entraîneurs de chaque conférence qui votent pour élire les joueurs remplaçants du All-Star Game, et c'est les journalistes en revanche qui votent pour les NBA Awards. Donc j'ai dit, mais donc selon toi, ça veut dire que les journalistes connaissent mieux le basket que les entraîneurs pour plaisanter. Et bon, il a rigolé, il a dit, mais c'est vrai qu'il y a un côté, les entraîneurs, ils ont tellement de boulot de devoir se concentrer sur leur travail d'entraîner, qu'ils sont pas forcément au courant et ils voient pas forcément tout ce qui se passe. Ils sont tellement de match à match et de le prochain adversaire, etc. On voit la vidéo, ça se fait dans les vestiaires NBA un petit peu, il y en a un petit peu par ailleurs, mais c'est dans les vestiaires avant le match, on retransmet les derniers matchs de l'équipe adverse ou quelques situations. Voilà, c'est parce qu'on est en permanence dans ce calendrier complètement fou, alors que les journalistes, c'est un petit peu le travail aussi d'avoir un œil sur un petit peu toute la ligue. Voilà, mais je pense pas que l'impact en play-off et en rôle ou pas, ce sera ce qui lui a posé problème, je pense, l'an dernier, c'est que Utah a démarré lentement et est monté en puissance, ce qu'ils font assez régulièrement. Donc il faut être déjà bien en vitesse de croisière, disons début mi-décembre, ce serait pas mal pour se donner une meilleure chance encore d'y aller au prochain All-Star Game. Ouais, puis en plus, il est dans une conférence où il y a des pivots assez exceptionnels, hein, quand on voit Karl Anthony Towns et tous les autres, c'est super dur. Il y en a que deux ou trois qui sont sélectionnés. C'est très dur dans cette conférence-là d'exister au poste de pivot. En plus, il a un profil un petit peu particulier, un petit peu à l'ancienne, qui est peut-être pas forcément... je compare souvent à Karl Anthony Towns parce que c'est un pivot qui, lui, sait faire un peu plus de choses. Hein. Il défend moins bien, c'est clair. Mais voilà, il peut tirer à 3 points. Il est un peu plus spectaculaire, on va dire. Et je pense que malheureusement, ça joue contre Rudy. Et c'est des joueurs qui font quand même un petit peu plus de stats aussi. Soyons clairs. Utah, en tout cas, Rudy Gobert à Utah, il n'est pas la priorité en attaque. Et ça, c'est ce qui lui porte préjudice de base. Et en fait, ça s'est magnifié, entre guillemets, pendant les playoffs. On ne cherchait pas à lui donner le ballon. Le style de jeu avec Rudy Gobert, c'est j'ai même pas cité Jokic, mais évidemment, je pensais aussi à Jokic. Écran roulé au panier, Rudy il le fait très bien, mais s'il n'est pas servi dans la foulée de ce mouvement-là, il disparaît de la circulation de balle et le ballon ne passe même pas par lui pour aller servir les autres, ce que fait, comme tu le dis, Jokic. Ouais. Donc si on ne l'a pas utilisé près du panier pour marquer avec un dunk ou de près, Gobert il n'existe plus et on se retrouve avec des matchs où il tire 4 fois dans le match. Alors sans compter les lancers francs tentés, mais 4 tirs tentés sur une feuille de stats pour un pivot de son envergure et avec l'influence qu'on suppose qu'il peut avoir, c'est très très peu.
Son cas me fait penser un peu à celui de Clint Capella. C'est des joueurs super importants dans leur équipe, à peu près avec le même profil, avec des stats tout à fait légitimes, hein, des très bonnes stats. Mais malheureusement, je pense que leur style par rapport aux gros pivots, enfin gros, aux gros cylindrés des pivots comme Jokic et Towns, bah, malheureusement, dans les votes, je pense que dans le All-Star Game, ça joue beaucoup. Il y a aussi une chose, c'est que quand on vote pour le All-Star Game, il n'y a pas de place réservée aux pivots. C'est oui, maintenant c'est le terminé, forward. back court, front court, comme ils disent. Ouais. Voilà, les arrières et puis Les ailiers. ailiers pivots sont regroupés dans le même, alors que par exemple pour les teams All-NBA, il y a le poste spécifique de pivot dans la sélection. Voilà, donc ça a aussi des implications sur les choix qu'on peut faire et les joueurs sélectionnés. Gobert qui a brillé en NBA. Les Français ont été un petit peu plus discrets cette année, une année évidemment marquée par la retraite du plus emblématique, du plus important d'entre eux, Tony Parker, qui a annoncé sa retraite donc mi-juin dans nos colonnes notamment. En un mot, Parker, c'était quoi? Ça vous inspire quoi comme joueur, Amaury? En fait, vraiment c'est tout personnel, mais moi j'ai découvert la NBA avec Tony Parker, donc en fait il m'a fait découvrir le basket américain et ce qu'un Français a amené dans ce basket américain avec un style de jeu qui était spectaculaire, avec des gestes et un instinct qui n'ont pas été égalés pendant très longtemps. Je pense qu'on l'a parfois considéré comme étant le meilleur meneur en activité à égalité avec Chris Paul à une époque, donc non, moi, c'était vraiment... il est considéré comme quelqu'un qui a inspiré le basket français. Ouais. Bah, élégance, excellence, légitimité. Moi aussi, c'est avec lui que j'ai découvert le basket, enfin la NBA en tout cas. Ça veut dire qu'on est trop jeune. Il y a un peu de ça, oui. Un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, c'est le pionnier, c'est la référence. Et c'est vrai que ça a fait un petit quelque chose quand il a annoncé sa retraite. On se dit, ouais, c'est fini. T'as l'impression que depuis que tu regardes le basket, il était là. Et là, il sera plus là l'année prochaine. Donc ça fait un peu bizarre. Mais voilà, c'est comme j'ai dit, c'est l'excellence, l'élégance. Puis il a mis une telle vitesse dans le jeu. À l'époque, c'était assez exceptionnel de voir un meneur pareil, en plus drafté très bas. On ne pensait pas qu'il allait vraiment réussir. Et puis il s'est imposé très vite. Et très vite, il a dominé. Puis surtout, il a gagné. C'est un gagnant. C'est un gagnant, un palmarès exceptionnel, MVP des finales. Enfin, c'est magnifique, quoi. Et français. Donc. Il va manquer la NBA, Max, Tony Parker, ou elle est déjà passée à autre chose Ouais, c'est un peu même auprès des Spurs, des fans des Spurs, il y a un journaliste du San Antonio Express News qui le souligne assez régulièrement. Il avait pas la même cote d'amour que Tim Duncan et Manu Ginobili, alors qu'il a apporté autant quasiment. Duncan peut-être est dans une autre dimension, mais autant que Ginobili, si ce n'est plus. C'est dû à quoi, à ton avis ? Il y a la personnalité aussi, je pense, d'un Ginobili et son jeu, enfin qui est un peu fou, quoi, qui va faire des choses qui sortent complètement de l'ordinaire. Il va y avoir les fans argentins aussi qu'on peut retrouver un peu n'importe où dans les NBA qui vont mettre un parfum particulier. C'est quelqu'un aussi qui va parler en longueur et va toujours plus développer les choses, qui aime bien discuter, etc. Alors que Tony Parker, parfois, c'était un peu plus court, on va dire, les après-matchs. Très maîtrisé. Donc, je pense qu'il y a diverses choses comme ça. Après, c'est peut-être aussi le côté Frenchy. C'est difficile de trouver une vraie raison. Ce journaliste-là, il fait souvent référence sans pouvoir vraiment l'analyser exactement, mettre le doigt sur la vraie raison de pourquoi. C'est comme ça. C'est des fois les histoires d'amour entre public et joueurs où ça se passe dans d'autres mondes du cinéma, de la musique. Il y a quelque chose qui se passe qui est quasiment impalpable et difficile à quantifier. Ça se voyait, Max, je t'interromps, mais ça se voyait quand même, corrige-moi, sur le banc, en fait, quand il jouait, même sur un banc, en fait, il n'exprimait pas vraiment une énorme joie. Enfin, je pense vraiment, il y a toujours cette concentration sur le jeu, toujours à regarder. Tim Duncan était pareil quand même, en termes de personnalité. Enfin, je veux dire, c'était quand même quelqu'un d'assez facile. On le voyait pas non plus souvent se lever, encourager, agiter
jeter la serviette. Voilà. Non, mais voilà, parce qu'il y a toujours cette forme de concentration. On le voit même quand il est avec l'Asvel en France. Le match, on en parlera, mais le match d'hier soir, il l'a vécu. Pas une once d'émotion, vraiment fixé sur l'objectif. Donc, ça correspond à cette personnalité-là. Et bah oui, forcément, quand on en fait moins, et les Américains aiment bien les gens qui sont démonstratifs, peut-être que c'est ce qui a joué sur cette cote un peu moins populaire, mais un tout petit peu moins, je pense. Mais ouais, après voilà, c'est quelqu'un que je lui avais demandé justement en janvier quand il avait eu son match à San Antonio, on lui avait rendu hommage. Je lui avais demandé comment il aimerait qu'on se souvienne de lui une fois que sa carrière s'arrêterait, et il avait dit comme de quelqu'un qui était un gagneur, quoi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui était toujours concentré sur ça, comme disait Amaury, toujours focus sur l'objectif à atteindre, qui a été prêt à sacrifier aussi des choses comme des minutes, des points, peut-être des salaires plus importants ailleurs, parce qu'il voulait gagner plus que tout. Il l'a encore montré dans sa nouvelle carrière, transition toute trouvée, puisque donc il n'est plus joueur, vous l'avez compris, il est désormais patron à temps plein, puisqu'il était déjà depuis un petit moment, depuis 5 ans, mais de l'Asvel, garçons et filles. Les filles étaient déjà championnes de France. Mardi soir, ce sont les garçons qui, au bout du match 5 en finale de la Jeep Elite, ont fini par venir à bout de Monaco, après avoir mené 2-0. On est revenu à 2-2. Est-ce qu'on a assisté là aussi, Amaury, tu étais présent à l'Astrobal, tu étais présent à Monaco, tu as pris un petit peu de soleil d'ailleurs, ça se voit, de chaleur également. On a assisté là aussi à une saison, en tout cas des playoffs exceptionnels ou à une finale exceptionnelle plutôt. Je pense qu'on a eu la finale qu'on voulait. Premier contre deuxième, les deux équipes qui ont vraiment dominé la saison quasiment de bout en bout. Ce qu'il a manqué à Monaco, c'est peut-être d'avoir une victoire référence pendant la saison face à l'Asvel. Il y a eu cette défaite en Coupe de France, défaite première journée à domicile, je crois, face à l'Asvel aussi. Bon, mais finalement, deux équipes qui se sont tirées la bourre jusqu'au bout, et surtout, en fait, comme disaient les coachs, qui ont tenu leur parquet. Quand à 2-0, je pense qu'on était beaucoup à dire, voilà, finale pliée. On pensait que Monaco allait pas tenir la cadence défensive imposée par l'Asvel, et cette profondeur d'effectif qui effectivement est effroyable, incroyable surtout. Et au final, avec une énergie tout aussi incroyable, Monaco a recollé comme ça à Gaston Médecin. C'était vraiment saisissant de les voir transfigurés. Et puis au moment où Sasa Obradovic se fait expulser, ça leur fait une espèce d'électrochoc. Il y a un tournant, ouais. Ça, et c'est tout de suite, une technique de coach. Ouais, mais ça a bien marché. Mais voilà, et puis au final, ils ont retrouvé de l'allant. Et bon, effectivement, jouer ce match 5 déjà sur l'Asvel, chez l'Asvel, du coup, c'était important pour les Villeurbanais d'avoir cet avantage du terrain, puis dans des conditions particulières auxquelles eux sont habitués, qui ont la chaleur, je pense, a fini par jouer aussi à un moment donné. Donc, et justement, quand on a moins de profondeur, et ils ont perdu en plus Gérald Robinson sur ce match-là, donc moins de possibilités. Et en face, une fois que la machine s'est mise en route, on ne pouvait plus l'arrêter, quoi. On a vu un petit peu ce que le basket français pouvait proposer de meilleur. On le sait aujourd'hui qu'il y a à peu près les 30-40 meilleurs basketteurs français évoluent en NBA. Évidemment, il y en a une grosse dizaine. En Europe aussi, on n'a pas parlé, mais De Colo a gagné l'Euroleague avec le CSKA. Antoine Dio et Louis Labéry ont gagné l'Eurocup avec Valence. Matemba a gagné la Ligue des Champions avec Virtus Bologne. Enfin bref, il y a des Français partout, notamment en Espagne. Vincent Poirier qui était meilleur rebondeur de l'Euroleague, par exemple. Exactement. Donc, aujourd'hui, sans tous ces meilleurs joueurs français, ce qu'on a vu là, ce Monaco-là, bâti comme ça, cet Asvel-là, bâti comme ça, coaché par Mitrovic d'un côté, Obradovic de l'autre, c'est à peu près ce qu'on peut présenter de meilleur en France ? Pour l'instant, oui. Je pense que pour l'instant, c'est ce qu'on peut présenter de meilleur. Maintenant, on a vu que, en tout cas, l'Asvel, le projet de l'Asvel, c'est de faire bien plus. Hein. Gaëtan Muller l'a dit dans nos colonnes aujourd'hui. Le but, c'est pas de prendre des fessées à toutes les journées d'Euroleague, c'est d'exister, hein, parce que l'Asvel va retrouver l'Euroleague l'année prochaine. Mais c'est clairement pas pour faire de la figuration. En tout cas, même si ça va pas être facile l'année prochaine, parce que voilà, on l'a dit, là, il va y avoir un budget supérieur à 10 millions d'euros, ce qui est énorme en France, mais par rapport aux grosses cylindrées comme le CSKA Moscou ou les gros clubs espagnols, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Donc ils vont déjà essayer de garder leurs meilleurs joueurs, parce que c'est pas facile. On le voit avec tous les derniers champions de Jeep Elite. Souvent, ils perdent la moitié de leur escouade, qui vont dans des équipes européennes qui offrent des meilleurs salaires, des meilleures conditions, et qui souvent jouent l'Euroleague. Donc là, l'Asvel va jouer l'Euroleague. Maintenant, il faut garder ses meilleurs joueurs, il faut en recruter d'autres, peut-être d'un niveau supérieur, pour tenter de faire une saison correcte en Euroleague. Évidemment, on ne va pas leur demander de faire le Final Four dès la première année, mais je pense que
comme on l'a dit, Tony Parker, il sait que ça se fera pas en 1 an ou 2 ans, donc il met. Et puis il y a aussi l'entrée au capital de l'OL, hein, dans le capital de l'Asvel, donc c'est pas non plus anodin, c'est pas un hasard, c'est fait exprès, mais c'est un projet sur plusieurs années qui va se monter progressivement. Il y aura sûrement des recrues qui vont arriver à chaque fois. On va franchir une étape à chaque fois, et puis on va voir s'ils arrivent à s'inscrire dans la durée en Euroleague. En tout cas, ça serait génial, parce que ça fait quand même un petit paquet d'années qu'on n'a pas de club français en Euroleague qui existe. Ou quand ils y sont, ils prennent des tannées. Et Voilà. attention, Tony Parker est quelqu'un qui gagne vite. Dès qu'il va quelque part, il gagne vite, que ce soit D'ailleurs, Antonio ou Lasvel. Donc, gardons la porte ouverte, on ne sait jamais. On Hein. l'a pas dit, mais hier, il est quand même allé dans les vestiaires à la mi-temps quand Lasvel était au plus bas. Et on sait que dans les vestiaires, Tony Parker, il peut dire des choses assez intéressantes, il peut remotiver ses troupes. Et là, comme par hasard, ils reviennent au 3e quart-temps, et c'est là où Lasvel gagne le championnat. Hasard ? Ça, Je sais pas. on ne saura Je jamais, pense pas. on ne saura jamais ce qu'il a dit. On saura pas ce qu'il a dit, mais je trouve que c'est assez marrant de savoir qu'il est descendu à ce moment-là à la mi-temps, et que direct après, Lasvel, c'est tout de suite, ils sont revenus à la vie, quoi. En tout cas, pour répondre à ta question initiale, Guillaume, je pense que d'avoir eu cette finale-là avec ce niveau-là de jeu, de toute façon, ça ne peut être que bénéfique pour la Jeep Elite, qui va attirer des bons joueurs avec ce niveau proposé. Les deux coachs sont aussi des très bons ambassadeurs d'un basket qui va attirer des joueurs. Mitrovic a une philosophie de jeu qui est singulière, mais qui finalement lui a permis d'être champion. Il était finaliste déjà l'année dernière avec Monaco, donc on a des entraîneurs de renom, on a des équipes qui jouent le haut niveau, qui vont sûrement bien figurer encore en Coupe d'Europe. Et ben, tout ça, ça va nous attirer des joueurs aussi venant de championnats qui seront peut-être financièrement plus en difficulté, donc qui ont plus de mal à payer leurs joueurs. Et donc, on va aller récupérer ces joueurs-là. Et ben, pour monter des équipes compétitives dans les compétitions européennes, on va avoir du monde. Déjà, tu vois, le retour d'Edwin Jackson à Lasvel, c'est déjà un super coup pour Lasvel. C'est bien de récupérer, parce qu'il est déjà passé par Lasvel, un joueur pareil. Ça va être un super renfort pour l'année prochaine. Alors, c'est un peu léger, hein, juste pour l'Euroleague, mais en tout cas, pour le championnat, déjà, récupérer Edwin Jackson, c'est déjà un super coup. Moi, je trouve que c'est génial. Le basket français aurait-il le vent en poupe, messieurs ? Parce que tu parlais tout à l'heure de l'entrée au capital de l'OL, au capital de Lasvel, avec une somme autour de 3 millions d'euros, je crois, soit à peu près 25%. C'est quand même quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On va avoir aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, le 20 janvier prochain, un petit match, voire même un gros match de NBA à Paris, de saison régulière, chose qui n'était jamais arrivée. Bref, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a un marché. Il y a aussi un Théo Malédon qui va être suivi toute l'année par les scouts dans toutes les salles de France et de Navarre. Donc ouais, Comme c'est il y a plusieurs choses. Mais je me posais une question sur Lasvel. Comment Nico Batum, qui est un grand fan du PSG devant l'éternel, a pris de devoir poser avec Jean-Michel Aulas pour leur projet avec l'OL. Je me demandais comment il se sentait du coup. Il a pris sur dans lui. cette situation. C'est sûr que là, on a un vent favorable, il faut en profiter. Va falloir aussi savoir placer ses pions sagement et avancer dans la bonne direction. Je pense que par exemple, retrouver une Jeep Elite à 16 clubs, ce sera plutôt s'inscrire dans cet élan-là pour gagner en clarté dans le calendrier et donner un peu de souplesse aux clubs. Alors évidemment, ça va embêter quelques clubs quand on va forcer les descentes, mais on est en train un peu d'épurer tout ça pour justement gagner en qualité. Le fait que les clubs, déjà qu'un club de foot investisse dans un club de basket, c'est un signe très très fort qu'on peut trouver une sorte de synergie et d'émulation entre les sports pour en créer des modèles style Barça, style Bayern Munich. Je sais qu'on dit pas comme ça, mais Bayern Munich. Voilà, des choses comme ça. Et au final, ça ne peut que servir le basket français. La NBA qui vient en France, c'est un super produit qu'on offre à tous les fans et qui va ramener du monde. On avait le K54 ce week-end. C'est un des tournois streetball les plus suivis. Puis il y avait des grandes au stars monde. Michael Jordan était à Paris. Blake Griffin, Kemba Walker, par exemple. Voilà, partenariat de Michael Jordan avec le PSG. Donc le basket est en train un peu de trouver des partenariats avec d'autres sports très forts. Et donc forcément, il va y avoir une émulation et on va en profiter.
Il y aura la Coupe du Monde avant, à la rentrée, je vais y arriver. Juste avant ça, il y aura évidemment l'Euro féminin. Mais je voudrais juste revenir un instant sur Tony Parker. Max, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec son carnet d'adresses et sa réputation aux États-Unis, il puisse s'en servir pour attirer, il l'a déjà fait par le passé, mais pour attirer des joueurs un petit peu plus cotés pour disputer l'Euroleague? C'est des choses envisageables, voire même peut-être de travailler un partenariat avec une franchise NBA? C'est quelque chose qui est possible, ça, légalement? Partenaire avec franchise NBA, je sais pas, parce qu'elles ont maintenant toutes quasiment leur équipe de D-League, de G-League, pardon, où elles peuvent gérer les joueurs comme elles l'entendent et elles peuvent leur faire pratiquer un style de jeu qui est le même que celui de l'équipe principale. Donc ça s'est développé ces dernières années. Donc maintenant, je sais pas si les équipes NBA ont vraiment un intérêt, un attrait pour ça. Après, il va rester basé pas mal de temps aussi aux États-Unis. Il s'est engagé avec une entreprise qui gère un petit peu les sportifs et les aide à gérer leur fortune. Donc il va rester impliqué, il va rester dans le paysage ici et forcément il a des connexions que personne d'autre n'a dans le basket français. Donc ça débouchera forcément sur des choses. Ce sera pas forcément 5-6 joueurs chaque année qui viendront renforcer l'équipe, mais ça peut déboucher sur des choses intéressantes. Quand il avait changé d'entraîneur l'an dernier, je lui ai demandé s'il avait posé la question, s'il avait proposé le poste à Greg Popovich. Il m'avait dit non, qu'il était trop cher. Mais qu'Ettore Messina lui avait dit mais pourquoi tu m'en as pas parlé, par contre. Ça peut ouvrir des portes, effectivement. Avant de conclure ce dernier step back, essuyez vos larmes, je vois que vous êtes un petit peu triste. Je suis très triste. Une image, un coup de cœur ou un coup de gueule, quelque chose qui vous restera de cette saison 2019, un cru assez exceptionnel, comme on le disait en introduction tout à l'heure, quelque chose qui vous a marqué, touché, agacé, enthousiasmé? Coup de cœur, j'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour les Brooklyn Nets cette saison. C'est vrai que je m'y attendais pas. Oui, moi non plus là. C'est vrai, tu t'y attendais pas non plus. Du tout, là. Non, mais franchement, il faut leur rendre hommage. Ils ont fait une super saison. J'étais très étonné. Je les voyais vraiment pas en play-off. Je les voyais même plutôt 12e, 13e de la conférence. Ils ont fini 6e à l'Est. Ils ont fait bonne figure en play-off, j'ai trouvé, au premier tour face à Philly. J'ai trouvé que le jeu développé par Kenny Atkinson cette saison était franchement hyper agréable à regarder. Il y a une progression magnifique avec D'Angelo Russell, qui a fini 2e du MIP juste derrière Pascal Siakam, qui a tout à fait mérité lui aussi son titre de MIP. Mais voilà, ça c'est mon petit coup de cœur. Les Brooklyn Nets, je les ai trouvés très bons. Et puis alors là, mon coup de gueule, c'est évidemment, comme chaque saison, ils m'ont trahi. C'est Oklahoma. Voilà. Ils m'ont encore trahi en play-off. Je les voyais vraiment faire quelque chose là cette fois. Je pensais qu'ils avaient appris de leur erreur passée, mais en fait non, pas du tout. Donc voilà, ça c'est mon coup de gueule. J'ai vraiment pas du tout. J'ai trouvé que pourtant à un moment dans la saison, je me suis dit peut-être que là ça va le faire. Ils sont vraiment meilleurs. Et puis en fait non, pas du tout. Ils sont encore vautrés au premier tour des playoffs. Donc voilà, j'y crois. L'année prochaine, je dirais pas qu'Oklahoma passera le premier tour des playoffs. Voilà. Un coup de cœur, au-delà de la reconstruction en cours des Lakers, bien sûr. Moi, j'ai en fait la saison dans son ensemble, je trouve, a été plutôt qualité côté NBA. Coup de cœur, j'ai envie de dire Toronto parce que je trouve ça rafraîchissant. J'ai pas envie de taper sur les Warriors parce qu'effectivement ils ont vécu 2 coups du sort qui leur ont gâché à la fois cette saison et sûrement la prochaine. Donc ça c'est aussi le coup de gueule NBA. Et le coup de cœur on va dire J.P. Elite, si on parle de basket français, je pense que c'est la qualité de la finale. Voilà, il y a eu un engouement et l'investissement de Tony Parker va faire du bien à tout le basket français. Maxime, à toi de jouer. Ouais, pas de coup de gueule. Moi, je suis un bisounours. Non, il y a deux en vacances choses, ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive là? Ça va pas, deux moments qui il y a le dernier match à l'Oracle Arena quand même, qui a quand même été l'endroit qui a accueilli la plupart des grandes heures de ces 5 dernières années, même si les Warriors ont gagné le titre une seule fois chez eux malheureusement, et ils l'ont perdu 2 fois à domicile. Donc voilà, c'est quand même particulier. C'est la plus vieille salle de la ligue, qui était ouverte en 66. Ça faisait 47 saisons que les Warriors étaient là-bas. Et puis c'est aussi le signe d'une franchise qui va changer parce qu'elle passe de Oakland un petit peu la populaire, même si le type de spectateur avait évolué en même temps que les prix, et qui va aller vers San Francisco, au tout nouveau Chase Center, et qui va vraiment basculer dans qui était le club de Oakland la populaire, comme je disais, qui va devenir maintenant le club de San Francisco et de la Silicon Valley de manière plus
plus notables. Et puis un deuxième coup de cœur qui nous projette vers déjà les prochaines échéances. C'est l'arrivée de Sékou Doumbouya qui est vraiment... j'avais jamais vu un joueur aussi détendu et tranquille au moment de la draft. Même s'il est un peu descendu par rapport à là où on l'attendait, il avait le grand sourire, vraiment. C'est parce qu'il n'a pas vu Détroit encore, c'est pour ça. Mais bon, après, Détroit, c'est pas la plus belle ville, hein, on va pas. Mais c'est mieux que Cleveland quand même. Il y a tout groupé après. Voilà, il aura la salle, le centre d'entraînement. Par exemple, là où les deux autres équipes, l'équipe de baseball, l'équipe de foot US jouent, c'est aussi dans le même coin. Donc, des fois, on est à New York, mais quand on va s'entraîner à Tarrytown, qui est à 50 km au nord et qu'il faut se manger 1 heure ou 1h30 de bouchon pour aller au Madison Square Garden pour jouer les matchs, il n'y a pas que des avantages d'être dans les grandes villes en NBA. Donc voilà, on va voir ce que va faire Sékou Doumbouya dès la Summer League qui débute dans quelques jours à Las Vegas. Donc ça va être le petit Frenchie à suivre de ces prochains mois. Bon, en gros, la démission surprise de Magic Johnson, ça. J'allais en parler. Je suis sûr que c'est ton image. Ce sera le scandale donc de la saison 2018-2019. Max, il nous reste à te souhaiter un bel été à New York. Profite du soleil, des vacances. Et des fortes températures caniculaires comme chez vous. Voilà. Sandro, merci. Bonnes vacances à toi aussi. Oui, elles vont être courtes, mais merci. Bonnes vacances. Amaury, va dormir. Ouais, un peu parce qu'il y a la Coupe du Monde après en septembre, et ça, c'est notre paire de manches. Merci à tous, on se retrouve à la rentrée pour un nouveau Step Back. Bye bye.